Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi, on parlera d'abord insécurité avec le témoignage de 3 sexagénaires agressés dimanche dans la zone industrielle de la Punaru. Gros plan ensuite sur la disparition à Hivaoa de 3 plaisanciers français partis en randonnée dimanche sur les hauteurs de Atuona. Ils n'ont pas encore été retrouvés. Et puis le service de la sécurité routière lance une nouvelle campagne de communication axée cette fois sur les expériences vécues par les jeunes. On s'arrêtera aussi à Huahine pour un lâcher très symbolique de 2000 partulas. Les escargots endémiques de Polynésie avaient pratiquement disparu de nos îles. En direct de Huahine, Lorenzo Marama et son invité nous disent un peu plus sur ce précieux travail de préservation. Enfin, au cœur du Fénois vous emmène ce soir à Nukuhiva à la rencontre de Jacques Pello, véritable transmetteur de connaissances. Mais d'abord, ce fait divers. 3 personnes, 3 joggers ont été agressés dimanche matin dans la zone industrielle de la Punaru, une zone où se mêlent carbas, musique, alcool et drogue chaque week-end. Les 3 victimes, toutes des sexagénaires, ont été rouées de coups par un groupe de jeunes à vélo. Si je n'avais pas eu l'idée de me relever, j'aurais passé un très sale moment, témoigne l'une d'entre elles qui a eu 15 jours d'ITT. Les victimes sont toujours sous le choc. Ismaël Tahiata. C'est au bout de cette ruelle qui longe la société EDT-NJ à Punaru qu'un jogger de 67 ans s'est fait agresser par plusieurs jeunes. Certains d'entre eux étaient à vélo. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient séparés en 2. Il y en avait 2 sur le côté gauche de la route qui se sont dirigés vers moi au moment où je les ai approchés. Et au moment où je suis passé à côté, celui qui tenait un vélo m'a jeté la roue dans les jambes pour me faire tomber. J'ai été poussé dans le deuxième qui m'a bloqué. Le premier agresseur m'a mis un coup de poing au menton que je n'ai pas vu arriver, suivi par plusieurs autres que j'ai réussi à éviter. Je me suis dit qu'il fallait que je m'échappe de là. Je me suis mis à courir. Et là, d'autres agresseurs qui probablement venaient du groupe m'ont fait un croche-pied, m'ont fait rouler par terre et m'ont roué de coups de pied. Les ecchymoses sont encore bien visibles. Son médecin lui donnera 15 jours d'interruption temporaire de travail. Une plainte a été déposée. La gendarmerie qui est intervenue, je dois dire, assez rapidement. Et par chance, j'ai eu la présence d'esprit d'arrêter 2 voitures qui m'ont également recueilli très gentiment, qui étaient occupées par des personnes d'une bonne trentaine d'années. Et je leur ai demandé de me ramener à ma voiture à Punavai. Et lorsque nous avons atteint l'entrée de la zone industrielle, j'ai constaté que le groupe de jeunes m'attendait sur place. Ils étaient en train de guetter, ils n'avaient pas vu que j'étais monté dans la voiture, ils étaient en train de guetter mon arrivée, je suppose pour finir leur travail. 15 minutes plus tard, 2 autres joggers métropolitains tombent eux aussi dans le guet-apens. Sans l'intervention d'une femme, ils auraient sans doute subi le même sort. Beaucoup de gens criaient et tout. On s'est déplacé sur ma terrasse et par rapport sur ma terrasse, j'ai vu deux fragnants en train de courir et tu avais plusieurs mecs qui étaient dessus, quoi. J'ai commencé à les agresser, j'ai dû crier pour qu'ils arrêtent, quoi. Donc ils sont arrêtés. La zone industrielle de la Punaru est très fréquentée le week-end, trop même parfois au goût des habitants de la vallée. Tous les dimanches, les samedis soirs, c'est pire. Ils sont au moins, je pense, au moins 500 personnes qui vont à Punaru, quoi. Et ils agressent sur les gens ? Avant, non, mais maintenant, ça commence. Je cours à Punaru depuis pratiquement 30 ans maintenant. C'est la première fois que je vois ça, oui. C'est un peu lamentable et je pense qu'il faudrait qu'on puisse sécuriser les endroits où nous nous entraînons. Ces joggers n'avaient pourtant rien de quoi attiser la convoitise. Ils étaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà également sollicité pour notre reportage. La police municipale de Punaauia ne nous a pas répondu. Fait divers toujours et la disparition inquiétante de 3 randonneurs français à Hivaoa. Ce sont des plaisanciers, une information de nos confrères de la Dépêche, alertés hier par leurs compagnons de voyage. Des équipes et un hélicoptère, l'hélicoptère Dauphin, ont été dépêchés sur place pour les retrouver. Les précisions du maire de Hivaoa, Etienne Tehamoana, joint par téléphone par Tita Wadoum. On n'entend plus que l'hélico
qui va reprendre les recherches dans la nuit avec, comme ils sont équipés de projecteurs longue portée, éventuellement des caméras infrarouges. On a vu des traces, pas mal de traces au col de Atouna, donc à la descente au-dessus du village. On a mis en place 2 équipes de recherche, une équipe par le sentier qui mène vers cette vallée de Hanamenu et une équipe à la mer, composée de pompiers, de gendarmes, de policiers municipaux, quelques agents communaux. On a envoyé des bons chasseurs qui connaissent bien cette vallée, qui carapahutent pire que les militaires. Ils ont vraiment ratissé tout le terrain, mais il y a tellement de petits chemins, on ne sait pas vraiment quel chemin ils ont emprunté, mais en tout cas, ils ne sont pas du tout arrivés à destination. Voilà, on en saura un peu plus demain. Ce sont des images de notre correspondant Sylvain Lamiral. À Tahiti, la hausse de la mortalité routière fait réagir le haut-commissaire Dominique Saurin. Déjà 25 victimes depuis le début de l'année, dont près de la moitié sont des jeunes de moins de 25 ans. Les services de sécurité de l'État et du pays lancent une nouvelle campagne de prévention axée sur la production de vidéos ou d'une chanson sur une expérience vécue. Caroline Fari, Hiro Terurutua. On revenait d'un petit trip entre potes et j'ai eu tendance à trop accélérer et on s'est pris le caniveau de la montagne. Mais bon, après, ça m'a servi de leçon. Je me suis dit que ça aurait pu être bien plus grave. J'aurais pu perdre des potes. Vitesse, inattention, téléphone au volant, des comportements à risque pointés dans la nouvelle campagne pour la sécurité routière. Le message se veut préventif mais non moralisateur. L'année dernière, on a eu 36 morts. Cette année, on a eu 25 morts sur un réseau qui est tout petit. Et ça, ce n'est plus du tout envisageable. Il faut vraiment que l'ensemble de la population se prenne en main et participe avec nous à la lutte contre l'insécurité routière. La route, c'est un espace partagé. Quand on rentre dans sa voiture, on est responsable, bien sûr, de sa conduite et des passagers, mais on est aussi responsable des personnes qui se trouvent à l'extérieur. Et ça, il faut vraiment que tout le monde en prenne conscience. Les ambassadeurs, des personnalités populaires témoignent de leur expérience. Les sponsors sollicités pour le concours n'hésitent pas à offrir des prix. Le principe du jeu, produire une vidéo pour sauver des vies sur la route. Cet engouement de la part des ambassadeurs et de la part des sponsors nous a confortés aussi dans la manière dont on appréhendait ce jeu et dans la nécessité aussi de donner la parole à la population pour essayer de faire en sorte que les choses changent. La créativité de tous, y compris dans les archipels, est bienvenue jusqu'au 12 novembre, date limite pour présenter sa vidéo. Une démarche participative et une prise de conscience collective pour que la route ne tue plus. Et pour en savoir plus sur les modalités du concours, vous pouvez consulter le site internet et la page Facebook du Haut-Commissariat. Et la prévention s'étend à Huahine. L'opération Échange ton casque a attiré du monde. Le but est d'échanger son ancien casque contre un bon d'achat de 10 000 francs pour un casque neuf. C'est une première sur l'île. La distribution des bons va se poursuivre encore à Eyatea, une action de prévention puisque les 2 roues sont en général impliquées dans 60% des accidents. Social, nous avons assisté hier soir en direct Facebook Live à la signature du protocole d'accord. La grève dans les services de la santé est levée. Syndicats et direction sont finalement parvenus à un accord au terme d'une semaine de mouvement social. Pas beaucoup d'avancées concrètes, mais les salariés en souffrance ont l'impression d'avoir été entendus. Florence Okeli, Hedienko. Ces signatures, les salariés en grève les attendaient depuis une semaine. Il aura fallu 4 jours de réunions et des heures de discussion pour en arriver là. Bon, je pense que chacun est satisfait. Bien sûr qu'on voudrait toujours avoir un petit peu plus, essayer de grignoter ici, grignoter là, mais bon, non, je crois que ce protocole il est assez complet. Il faut que le dialogue s'institue en dehors de la grève maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des instances pour discuter, il faut en profiter. Et ce dialogue, ce sont les syndicats qui l'ont réclamé. À l'Institut Mathilde Frébeau, où les formateurs ne se sentaient pas entendus, et au CHPF, où les changements fréquents de direction n'ont fait qu'empirer la situation. Je trouve dommage qu'il fasse de direction déposer un préavis de grève, créer un conflit pour pouvoir encore reparler des mêmes problématiques. Donc voilà. Il y a aussi le problème des situations un peu en souffrance qui ont été créées par les dirigeants de l'hôpital, qui ne respectaient pas bien évidemment le cadre statutaire de la fonction publique qui aujourd'hui pénalise les salariés. Ce cadre statutaire, il devrait évoluer. Des travaux sont en cours, ils pourraient aboutir l'an prochain. Autre promesse, celle d'un audit des conditions de travail à l'hôpital et l'organisation enfin de concours pour intégrer les CDD.
Et à Montréal, le personnel de l'Intercontinental poursuit sa grève. Elisabeth Hermand-Dussolier, vice-présidente de l'association Wahine Ouramam Ouria, sera l'invitée café de votre matinale radio. Elle nous parlera de l'agression sexuelle dont se dit victime la salariée de l'hôtel et plus largement des violences faites aux femmes. Je vous le disais en titre, direction Huahine pour le grand retour des Partula auphinois, quasiment disparus depuis 30 ans de nos îles. Ces escargots sont peu à peu réintroduits avec l'aide de scientifiques britanniques. Ces tout petits invertébrés n'ont l'air de rien, mais ils ont un rôle important dans la biodiversité. Le reportage à Huahine de Lorenzo Marama, Marcel Bonneau et Florence O'Kelly. Ils ont fait le voyage en glacière depuis Londres et pour eux c'est le grand jour. Ces escargots retrouvent enfin la terre de leurs ancêtres, prélevés sur place il y a 30 ans. Pour se lâcher, il faut procéder en douceur. Les boîtes contenant les Partula sont accrochées aux arbres et c'est à leur rythme lent qu'ils regagnent leur habitat naturel. Je trouve ça très émouvant de faire revenir les petits de 33 ans après sur leur lieu d'origine. Et après vérification, il semblerait que ça peut fonctionner ici. Victime d'une autre espèce d'escargot introduite par l'homme, le Partula a beaucoup souffert jusqu'à l'extinction quasi complète. Le sauver n'a pas été aisé. Le zoo de Chester en Grande-Bretagne s'en est chargé avec patience, car tout est lent en matière d'escargot. C'était pas un travail facile, particulièrement parce que c'est une espèce qui ne se reproduit pas énormément. Ça prend énormément de temps pour avoir jusqu'à 3 mois pour avoir un seul petit escargot. Pourquoi c'est important qu'on retrouve tout le monde sur l'île? S'ils ne sont pas là, ça va poser un problème, parce qu'ils sont là depuis toujours. Témoins de ce retour, les élèves de 6e du collège de Huahine. Ils découvrent le rôle du areho, le nom tahitien du Partula, dans la culture polynésienne et la biodiversité. Ces escargots, ils étaient connectés aussi avec la culture de cette île. Ils étaient avant dans les colliers, mais malheureusement, c'est parti. Depuis presque 30 ans, il n'y en a plus. Donc c'est un signal aussi, un message aussi pour les futures générations, que c'est jamais tard. On peut toujours travailler. 2000 Partula ont été relâchés à Huahine aujourd'hui. Dans 2 mois, c'est à Rayatea que l'expérience sera tentée. Voilà, nous rejoignons en direct de Huahine Lorenzo Marama et son invité, un spécialiste britannique du zoo de Chester. Lorenzo, ce lâcher de Partula est très symbolique car sans le travail de ces scientifiques, eh bien, ces espèces auraient complètement disparu. Effectivement, c'est une très bonne question que nous allons donc poser à notre invité, qui est d'ailleurs Gerardo Garcia. Vous l'avez dit, conservateur au zoo donc, de Chester au Royaume-Uni. Bonsoir. Bonsoir. Alors, sans le travail scientifique, donc ça fait un peu plus de 30 ans, aujourd'hui, peut-on dire que ça y est, les Partula sont sauvés? Malheureusement, oui, ça aurait été très triste, mais on avait commencé juste la récupération de ces 300 derniers escargots, que heureusement il avait l'initiative ici de les récupérer, les envoyer vite fait pour les sauver, et au fur et à mesure, avec les années, petit à petit, la population, on l'a récupéré en captivité. Mais sinon, aujourd'hui, ça aurait été quelle histoire? La fin d'une histoire d'une belle espèce. Mais quel est l'intérêt? Pourquoi ça suscite autant d'intérêt autour de cette petite, de certains invertébrés? Aujourd'hui, un petit escargot, peut-être on peut dire que ça ne compte pas beaucoup, mais il faut les voir dans une grande vision. Pas simplement les côtés biodiversité et l'importance de l'espèce, mais aussi la valeur culturelle. On ne peut pas dissocier la valeur entre l'homme et les animaux. Aujourd'hui, la valeur culturelle, elle est disparue. On doit retourner la rehu de nouveau à la valeur culturelle qu'il y a à Huahine. Donc l'espèce aussi, il a une valeur à niveau de biodiversité, à niveau écologique, mais aussi la partie culturelle, c'est très importante. Alors 2000 Partula relâchés aujourd'hui, ce sont des Partula qui ne connaissent pas du tout de prédateurs dans ces montagnes? Oui, la réalité c'est qu'eux sont les petits-enfants des petits-enfants de la première génération. Mais comme un invertébré, on a la connaissance qu'en général c'est des animaux qui apprennent très vite. Donc ils n'ont pas besoin d'information, d'un traitement. Donc on espère qu'aujourd'hui ces escargots, déjà ils sont en train de manger pendant toute la soirée. Et demain matin on verra bien si ils mangent bien. L'une chose qui ne sait pas, c'est par rapport à les déprédateurs. Ça, c'est un nouveau déprédateur. Il y a les vers plats? Oui, exactement. Cette berre plat qui n'existe pas dans son répertoire de sa vie, que ça peut être un problème pour eux. Et c'est ça qu'on va analyser dans les prochains jours et mois. Alors, 2000 Partula relâchés, aujourd'hui c'est énorme au point de vue scientifique? À niveau pour nous, c'est un grand succès. Et pour tous nous, savoir qu'Arehu, il n'est pas disparu, c'est magnifique. Mais si on compte dans l'échelle de qu'est-ce qu'il était avant, si on demande à notre grand-parent qu'est-ce que c'est demi-Partula, c'est ça qui a récupéré notre grand-mère dans la forêt pour faire un petit collier.
Donc on doit continuer à travailler. Aujourd'hui, c'est un petit pas, un très grand pas pour l'avenir, mais il faut travailler tous ensemble. Merci beaucoup, Gerardo Garcia. Merci à vous. Voilà donc, Chiquita, ce que l'on pouvait dire donc, concernant ce relâché de partout là aujourd'hui. 2000, c'est quand même pas mal, ici à Maeva-Huahine. Merci beaucoup Lorenzo et merci à votre invité également. Un mot sur le transport nautique. La société de gage a obtenu de l'État un abattement fiscal de plus de 716 millions de francs pacifiques pour l'acquisition de l'Aremiti 6. La société avait investi plus de 2,3 milliards dans l'achat. Et puis on va parler tourisme ce soir dans Sans Tabou qui fait sa rentrée. Vous le savez, l'émission s'ouvre désormais aussi aux acteurs de la société civile et sera proposée 2 fois par mois. Cela démarre avec le PDG d'Air Trait Inouï, Natacha Silagi, qui est avec nous. Elle nous en dit un peu plus. Bonsoir Chiquita. Oui, Michel, mon voisin, vient d'arriver. Vous l'avez dit, c'est le premier représentant de la société civile qui est invité dans Sans Tabou. Le PDG d'Air Trait Inouï va nous expliquer comment il va s'y prendre pour redresser les comptes de la compagnie en chute libre depuis l'année dernière en raison de l'arrivée, bien sûr, de la concurrence et du renouvellement de sa flotte. Aussi, il affirme que les compagnies aériennes low cost n'ont pas les reins assez solides pour tenir dans la durée et que la Polynésie reste de toute façon une destination de luxe face à lui. 2 invités surprises tout à l'heure pour le débat et puis un peu de sport extrême avec lui aussi en fin d'émission. À tout de suite. Merci beaucoup. Donc, retrouvez Sans Tabou, c'est tout de suite après le journal. Comme promis, au cœur du Fénois, nous transporte à Nukuhiva la rencontre de Jacques Pello, un amoureux de la culture et de la langue marquisienne. Retraité de l'éducation nationale, Jacques Pello a choisi de transmettre ses connaissances de sa terre d'adoption. Stéphane Ratino, Sandroli. Vous avez des chefs de Nukuhiva. Vous voyez, juin 42 ici, Nukuhiva. Là-bas aussi, avec une femme de chef, avec... On ne sait trop comment dire, tant Jacques Pello est un homme à l'univers si éclectique. Prof d'anglais à la retraite, un peu linguiste, souvent historien, et toujours généreux dans le partage des connaissances, sa bibliothèque est un monde. Les marquises sont sa part d'utopie. Sous son expertise, des textes d'auteurs anglophones du 19e siècle parlent de l'archipel. Ils ont donc désormais une vie en français. J'ai découvert vraiment la vie authentique décrite par le premier missionnaire qui est venu aux îles Marquises, le pasteur William Pascoe Crook, en 1797, 98, 99. Et là, du coup, on a accès à des documents qui expliquent des traditions qui ont complètement disparu et que même les Marquisiens de notre époque sont incapables d'expliquer. Ensuite, le Robarts que j'ai traduit, qui vivait exactement à un an près à la même époque, lui, il a une autre vision des choses, mais il nous explique aussi des cérémonies, des batailles, des choses comme ça. Il a voulu combattre aussi. Il est des lieux qui ont un magnétisme. Les marquises, on voit dans ce chapitre. Ainsi, Jacques est devenu un passeur dont l'art du récit en fait un guide avisé et pertinent. Ce jour-là, il guide la ministre de la Justice à la découverte de Nukuhiva, sa cathédrale, ses histoires humaines et le sentiment d'urgence de la préservation de la langue marquisienne. Sa parole est un SOS et sa fierté est de rencontrer d'anciens élèves qui parlent encore la langue de leurs aïeux, des passeurs de témoins dans le présent. Ils sont à l'âge où les jeunes qui ont 20 ans connaissent encore leur langue. Ma crainte, c'est sur les gamins, ceux qui ont 10 ans, dont les parents sont trentenaires et qui préfèrent utiliser le français pour communiquer avec leurs enfants. Quand on parle avec des petits de 10 ans, ils ne répondent pas en marquisien. Et c'est eux l'avenir. C'est eux dans 20 ans qui auront 30 ans. Et donc si eux ne maîtrisent pas la langue, comment la langue va-t-elle survivre alors qu'elle a survécu à des tragédies innommables, quoi, hein, parce qu'elle était parlée dans les famille. L'enseignant à la retraite a créé un site internet dédié à la connaissance de la langue marquisienne. D'une architecture souple, ce web est alimenté régulièrement pour lui donner un corpus intéressant et une vie permanente. Car Jacques, originaire de l'ouest de la France, a décidé de vivre ici, à sa place, sans grandiloquence, en toute humilité, ce nom donné aussi au peuple dont l'âme est pudeur. Pasteur Crook, en 1798, il écrit que ce qui le touche, c'est la grande réserve des Marquisiens. C'est cette même réserve des Iliens en général, mais pas du tout la même à Tahiti, qui fait que Monseigneur Hervé Leclache, en 1971, quand il est arrivé ici, c'est ça aussi qui l'a touché, cette grande réserve. C'est-à-dire qu'on est tout le temps sur son compte à soi. On fait attention tout le temps à ce qu'on dit, donc ça a des avantages et des inconvénients. Tout le monde se connaît ici, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc les gens sont toujours très réservés, il n'y a pas d'exubérance.
L'inlassable travail de Jacques Pello a été reconnu par la République. Cet homme au cœur généreux continue sans fatigue sa marche pour donner à aimer sa terre d'adoption, ses marquises adoptées à jamais. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Je vous rappelle l'info principale. 3 plaisanciers français sont portés disparus à Hibaoa, partis en randonnée dimanche sur les hauteurs de Atuona. Ils n'ont pas encore été retrouvés. Les tentatives de recherche lancées depuis hier n'ont rien donné. Les recherches vont encore se poursuivre ce soir avec des caméras thermiques. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre 3 randonneurs disparus depuis dimanche. Tahiti Info du Saranoui au cartel. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Carlos Natua et Ibrahim Ahmedazi à suivre votre émission Sans Tabou, suivie de votre nouvelle série Armes Fatales. Très belle nuit à vous sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.